C'était au milieu de la nuit, j'étais dans ma chambre, j'essayais de me reposer en regardant la télévision quand je suis tombé sur une chaîne d'information locale. À un moment donné, un bordereau d'informations importantes est apparu sur la télévision. C'était des informations communiquées par la police qui disaient: un meurtrier est en fuite, il se cache dans les environs de la ville, la police est en alerte et recherche partout où se trouve l'individu. Cet individu est armé et dangereux. N'y prêtant pas forcément plus attention que ça, j'ai décidé d'éteindre la télé et d'essayer de m'endormir. Alors que le sommeil commençait à se faire sentir, j'ai entendu des bruits étranges venant du bas de ma maison, comme si quelqu'un était rentré chez moi. À ce moment-là, mon cœur a commencé à battre à toute allure, je me suis rapidement habillé et j'ai tendu l'oreille pour entendre ce qu'il se passait. J'ai donc entendu un nouveau bruit, c'était le bruit d'une porte qui craquait. J'en étais à présent certain, ce n'était pas mon imagination. Il y avait bien quelqu'un qui s'était introduit chez moi. La seule chose que je me suis dit, c'est: je dois sortir d'ici. Fort heureusement, ma fenêtre donnait sur l'extérieur et elle n'était pas très élevée, je pouvais donc sortir sans me blesser. Je tremblais de peur et j'espérais au fond de moi que ma fuite ne ferait aucun bruit pour ne pas alerter l'individu qui se trouvait dans la maison. Pendant que je réfléchissais, j'ai entendu des bruits de pas dans l'escalier qui se rapprochaient de plus en plus de moi. Plus les bruits se faisaient entendre, plus j'avais l'impression qu'il y avait plus d'une personne qui montait les escaliers. À n'importe quel moment, la porte de ma chambre pouvait s'ouvrir et je serais débusqué par ces intrus. Il fallait vraiment que je sorte d'ici. J'ai donc sauté par la fenêtre, j'ai atterri sur le toit du garage. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour ne faire aucun bruit. Je me suis accroché à la gouttière et je me suis laissé glisser pour atteindre le sol. Et j'ai réussi tant bien que mal à me rendre dans le jardin. Avant de m'enfuir, j'ai jeté un dernier coup d'œil vers la fenêtre par laquelle j'avais sauté et j'ai vu les lumières de la chambre s'allumer. Les personnes qui s'étaient introduites dans la maison étaient rentrées dans la chambre peu de temps après que j'ai sauté. Je me suis dit à ce moment-là que j'ai vraiment eu chaud, que je l'ai échappé belle, et un léger frisson a parcouru ma nuque en pensant ce qui aurait pu m'arriver si jamais j'avais été débusqué. J'ai donc ensuite traversé les jardins et je me suis dirigé par la forêt la plus proche, et une fois que j'étais en sécurité caché par les arbres, j'ai commencé à courir à toute vitesse. Je ne voyais pas où j'allais, je courais à toute allure dans la noirceur de la forêt jusqu'au moment où j'arrivais devant une nouvelle zone résidentielle. À ce moment-là, j'ai sorti mon couteau et je me suis dirigé vers une autre maison. Vous l'aurez compris, dans cette petite histoire-là, on incarnait non pas une victime, mais bien l'auteur des meurtres, la personne qui était recherchée et qui se relaxait dans une maison où il s'était préalablement introduit. Il se relaxait jusqu'au moment où les véritables propriétaires de la maison sont revenus. Fort heureusement, ces propriétaires n'ont pas eu affaire à notre personne, le meurtrier, mais j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir cet aspect-là justement où on se fait passer pendant tout le temps du récit pour une victime alors qu'en fait on est la personne à craindre. Un été, une fille a emménagé dans la maison qui avoisine la mienne. Elle vivait avec sa mère et elle semblait très pauvre. Le père avait abandonné sa famille des années auparavant, du coup cette famille était nouvelle en ville, donc pour la fille c'était difficile d'appréhender tout ça. Cette fille et moi, on vient de milieux totalement différents, néanmoins, on a pu devenir amis parce qu'on côtoyait le même type de personnes. On n'était pas des amis très proches, mais j'ai eu l'occasion d'aller chez elle et de parler avec elle à quelques occasions. Je me suis senti totalement perturbé quand j'ai plongé mes yeux dans son regard, et j'ai tout de suite su que ce serait la fille parfaite pour moi. Malheureusement, j'ai l'impression que ses sentiments n'étaient pas réciproques. Cette fille était attirée plutôt par des garçons qui étaient confiants, populaires, tout l'inverse de ma personne. Je me suis dit que peut-être à un moment donné, elle se lasserait de ce type de garçon, donc je prendrais mon mal en patience et que peut-être à un moment donné, je lui plairais. Elle avait très peu d'amis à qui se confier à n'importe quel moment et étant son voisin, j'ai eu la chance qu'elle me choisisse comme confident. La plupart du temps, elle me parlait des difficultés de sa vie, me disant que sa mère la battait, comment les filles de sa classe avaient décidé de la harceler, notamment suite à un incident avec un garçon très populaire de l'école sur qui elle était en crush, et pendant qu'elle me racontait tous ses problèmes, moi je m'asseyais uniquement près d'elle à écouter ce qu'elle me disait. Un jour, cette fille a arrêté de venir à l'école. De ce que j'en sais, son absence vient du fait qu'elle était harcelée et qu'elle n'en pouvait plus. Les raisons de ce nouvel harcèlement seraient qu'une fille populaire de l'école a découvert qu'elle avait un crush sur son petit ami. À ce moment-là, cette fille populaire a mutiné toute l'école contre elle et elle se faisait frapper et insulter dès que d'autres étudiants la voyaient. De nombreuses rumeurs circulaient en ville à son propos, ce qui faisait de sa vie un terrible cauchemar. Encore une fois, quand elle se confiait, je m'asseyais près d'elle et je l'écoutais. Son comportement a totalement changé quand elle a intégré une nouvelle école. Elle sortait tard la nuit et avait commencé à fumer des cigarettes et à boire de l'alcool. J'ai entendu certaines rumeurs comme quoi elle consommait également de la drogue. Ne faites jamais ça, vraiment. Elle est tombée amoureuse d'un mauvais garçon qui a d'ailleurs été arrêté par la police plusieurs fois. Sa vie familiale empirait également. Au milieu de la nuit, je pouvais entendre qu'elle se querellait de manière régulière avec sa mère. Toutes les filles de son école la détestaient, au point même que des étudiants pendant la nuit se sont rendus chez elle pour faire des graffitis et en l'insultant de tous les noms.
Quelqu'un qui l'a harcelé en est même venu au point d'assassiner son animal de compagnie, son chat, et l'a placé dans sa boîte aux lettres. Évidemment, après ces événements, ma voisine a décidé de quitter encore une fois l'école. Elle avait l'habitude d'ailleurs de se retirer dans la salle de bain, de fermer la porte à clé et de pleurer toutes les larmes de son corps. Elle n'en pouvait littéralement plus. De ce que j'ai pu apprendre par des rumeurs de voisinage, elle ne parlait plus du tout à sa mère et restait constamment enfermée dans sa chambre. Elle sortait occasionnellement pour manger, elle semblait souffrante, pâle, malade et vivait totalement en ermite dans sa chambre, au point même que sa mère déposait une assiette de nourriture devant sa porte pour qu'elle puisse quand même se nourrir sans qu'elle ait forcément à sortir de la pièce. Le seul moment où elle sortait de sa chambre, c'était au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, là où elle était sûre que sa mère dormait. C'était vraiment une vie très misérable. Au bout d'un certain moment, j'ai décidé d'aller la voir. Elle a d'abord refusé de venir me parler, j'ai donc crié au travers de la porte pour qu'elle m'entende. Encore une fois, sans réponse. Sa mère, pour essayer de la faire sociabiliser un petit peu, m'a donné un bol de soupe pour lui apporter directement. Enfin, j'ai pu voir la fille que j'aimais. Au travers de cet échange, elle a ouvert la porte et j'ai pu apercevoir quelqu'un d'amaigri, pâle, totalement désespéré. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de venir la voir tous les jours. Au fur et à mesure du temps, elle commençait à me parler de plus en plus, notamment au travers de la porte. Comme par le passé, elle me racontait l'ensemble de ses problèmes et moi j'étais là à écouter. Elle me disait à quel point elle était fatiguée de se battre constamment contre sa mère et qu'elle était totalement attristée car ses anciens amis l'avaient tous oubliée. Elle m'a également raconté comment elle est tombée amoureuse de ce mauvais garçon qui a été arrêté plusieurs fois par la police. Elle m'a également raconté que dans un premier temps sa mère voulait l'aider mais ne l'écoutant pas, elle est entrée dans une rage folle et qu'elle l'a battu. Sa vie était remplie de désespoir et elle ne trouvait plus la force de vivre. Elle a d'ailleurs à de nombreuses reprises essayé de se donner la mort par divers moyens. Encore une fois, comme par le passé, je restais là assis à l'écouter et quand elle me demandait mon opinion, je répondais par des remarques innocentes sans approfondir quoi que ce soit. Au fur et à mesure du temps de nos conversations, son comportement commençait à s'améliorer. Elle commençait à sortir de plus en plus de sa chambre, comme si les choses commençaient à s'améliorer et que le futur commençait enfin à être positif. Sa mère était totalement émue et m'a remercié en larmes. Un jour, contre toute attente, ma voisine tenta l'irréparable. Elle a décidé de sauter d'un bâtiment pour se donner la mort, mais le bâtiment n'étant pas vraiment haut, son action n'a pas été un succès. Gravement blessée, le docteur a dit qu'elle devrait passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Après être sortie de l'hôpital, je suis allé la voir. Elle était dans son lit, sans pouvoir bouger. Elle s'est excusée auprès de moi, en pleurant. Elle espérait ne pas survivre à cette chute, et elle me disait qu'elle était désolée de tous ces troubles qu'elle m'avait causés. J'ai essayé de la rassurer, de faire cesser ses larmes. Gêné, j'ai ensuite pris la décision de l'embrasser. Elle était tellement en larmes que l'ensemble de son corps tremblait. Elle ne pouvait pas elle-même essuyer ses propres larmes. Pendant que je la tenais dans mes bras, je lui ai demandé de m'épouser. Elle m'a répondu « Es-tu sérieux? Vraiment ?» Moi, elle ne pensait pas que quelqu'un voudrait d'elle, avec tout ce qu'il s'est passé dans sa vie. J'ai dû lui proposer plusieurs fois avant qu'elle ne croie réellement à ma proposition. Je le voulais vraiment. Elle pleurait de nouveau et je l'ai rassurée en disant que je voulais vraiment me marier avec elle et que je l'aimais depuis toujours. C'était la fille parfaite pour moi. Elle l'a toujours été. Même quand elle m'a ignoré et qu'elle n'était pas amoureuse de moi. Même quand elle est sortie avec un mauvais garçon. Même quand j'ai dû écouter tous ses problèmes stupides. Même quand elle est devenue totalement méconnaissable et qu'elle se cachait dans sa chambre. Même quand j'ai dit à la fille populaire de l'école qu'elle avait un crush sur son petit copain. Même quand j'ai lancé des rumeurs sur elle à toute l'école. Même quand j'ai fait des graffitis sur sa maison. Même quand j'ai tué son chat et que je l'ai mis dans sa boîte aux lettres. Même maintenant quand elle est gît sur son lit, faible et incapable de bouger. Même maintenant je l'aime toujours. Vous voyez ? C'est la fille parfaite pour moi. Oh, chaud. Et je vous jure, c'était super dur de raconter ça parce que c'est tellement glauque. Ah là là, j'aime pas être me mettre dans la peau d'un personnage comme ça. Après, je sais pas comment ça va rendre en vidéo, hein, mais j'espère vraiment que vous aurez un peu la tension un peu par rapport à cette histoire-là et que vous ne vous doutiez pas une seconde que c'était le personnage qui racontait l'histoire qui avait causé tous les malheurs de cette fille. Bah, dites-le moi encore une fois en commentaire. Hein. J'ai étudié avec ce garçon le semestre dernier. On n'a jamais vraiment parlé, mais je n'arrêtais pas d'entendre ses conversations. Je pensais qu'il était plutôt mignon, plutôt intelligent, et je dois bien l'avouer, c'était assez dur pour moi d'être intéressé par quelqu'un d'autre. Je ne suis pas le genre de personne qui souffre pour un garçon, mais j'ai commencé à développer un attachement pour lui assez fort qui n'a fait que se développer au fur et à mesure du temps. Je voulais juste l'entendre parler, rester autour de lui. Je me sentais si désespéré quand je n'étais pas aux alentours. Malheureusement, le semestre est terminé, et maintenant il devient difficile de le voir. Je n'ai pas beaucoup d'informations à propos de lui, à part son prénom, son âge, ce qu'il fait comme travail, ce qu'il aime comme passion. Je n'ai jamais réussi à trouver ses réseaux sociaux. Donc à chaque fois, je suis assez heureuse quand je le vois dans les couloirs ou quelque chose comme ça. La semaine dernière, je l'ai vu sortir de sa classe. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Donc j'étais assez excité. J'ai commencé à le suivre.
dans les couloirs, puis dans la rue. Je l'ai perdu à un moment donné, donc je ne l'ai pas suivi pendant tout le trajet, mais après cela, je me sentais assez coupable. Je veux dire, je ne me sentais pas coupable de l'avoir suivi, je me sentais coupable de ne pas me sentir coupable de l'avoir suivi. Parce que, en le suivant, je me sentais si heureuse. Est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je l'ai suivi de nouveau. J'ai vu que ses camarades de classe étaient à un arrêt de bus. Donc, je me suis dit qu'il avait fini ses cours. Je me suis précipité dans son bus. Et je me suis tenu là, à l'intérieur, à le regarder. Je devais avoir un air si creepy. En tout cas, moi, à sa place, j'aurais eu assez peur de voir que quelqu'un faisait ça. Avec moi. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais l'impression d'être la personne la plus étrange de la planète. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que c'était devenu si difficile de le voir. Le voir toutes les semaines, ça me manquait. Je pense que tout ça a à voir avec ma dépression. Parce que je me sentais si seul. Aujourd'hui, j'ai arrêté de le suivre. Mais je continue de suivre d'autres personnes. Dans la rue, comme ça. Et je ne sais pas comment m'arrêter. Première histoire, qu'en pensez-vous? C'est flippant, d'un côté. D'un autre côté, on va dire que ça va parce que la personne n'a jamais essayé de rentrer en contact avec la personne qui est stalkée. Mais d'un côté, tu te dis qu'il y a quelque chose qui va pas. La personne pourrait se sentir coupable, tu vois, stalker quelqu'un et après te dire « Bon, j'ai abusé, il faut que j'arrête, etc. » Je me dis « Bon, tu as une prise de conscience de la chose. » Là, la personne, elle sait que ce qu'elle fait est mal, mais elle veut quand même continuer, tu vois. Après, je suppose que tu peux pas faire grand-chose. On va dire la personne qui est stalkée ne peut pas faire grand-chose vis-à-vis de ça, parce que tu peux tout simplement dire que si jamais tu te fais choper, c'est une coïncidence. Mais quand tu vois la version de la personne qui raconte son histoire comme ça, du point de vue du stalker, bah tu te dis, bon, cette personne-là, c'est un peu chelou. C'est quoi la prochaine étape? On voit que la personne n'a pas réussi, par exemple, à trouver les réseaux sociaux de la personne stalkée. Si ça avait été le cas, on peut supposer que elle aurait encore plus stalké la personne. Admettons, cette personne-là trouve son adresse. On ne sait pas, peut-être que la stalkeuse, du coup, dans cette histoire, aurait observé devant l'habitat de la personne stalkée. Vous voyez, on ne sait pas comment ça aurait pu dériver. Mais bon, effectivement, si jamais tu te rends compte que quelqu'un agit de la sorte avec toi, je peux comprendre que ça passe froid dans le dos. Visiblement, la personne stalkée ne s'en est jamais rendu compte. On passe à la seconde histoire. L'année dernière, j'étais meilleur ami avec cette fille. On va l'appeler B. On vivait à quelques pâtés de maison l'un de l'autre, donc on avait tendance à sortir ensemble assez régulièrement. On se disait tout, nos secrets les plus sombres, nos pensées, nos ressentiments, et à chaque fois on se réconfortait, l'un et l'autre, quand on en avait besoin. En y repensant, c'était moi qui la réconfortais plus qu'elle ne me réconfortait. On se disait tout le temps qu'on s'aimait l'un et l'autre, et qu'on ne pourrait jamais être de simples amis. B n'avait pas de travail à ce moment-là, mais moi j'en avais un. Donc je dépensais beaucoup d'argent. Pour elle, je lui ai acheté des affaires assez régulièrement. Au bout d'un moment, elle a eu une voiture, son propre travail, et elle a commencé à devenir de plus en plus distant. Elle commençait à m'ignorer. J'avais laissé pas mal d'affaires chez elle, et j'ai essayé de les récupérer pendant des mois. Aujourd'hui, j'ai abandonné cette idée. Mais à chaque fois que je lui en parlais, elle me disait tout le temps que je les avais déjà récupérés. Mais je sais que ce n'était pas le cas. C'est là que j'ai commencé à la détester. Je pensais qu'elle m'avait utilisé uniquement pour de l'argent, pour avoir quelqu'un à garder près d'elle, jusqu'à ce qu'elle ait été ennuyée de ma présence. Surtout au moment où je me suis installé encore plus près de chez elle. J'ai commencé à lui en vouloir, de plus en plus, probablement à partir du mois d'avril. J'ai bloqué B sur mon compte Facebook, mais il se trouve que j'avais un second compte, où là, je ne l'ai pas bloqué. Souvent, j'allais sur ce second compte pour voir ce qu'elle publiait. J'ai même créé quelque chose pour la maudire, avec un de ses morceaux de cheveux, un t-shirt qu'elle avait laissé chez moi. J'ai aussi ajouté dans cette malédiction mon propre sang. J'étais vraiment déterminé. Ma haine n'avait jamais été aussi grande. De plus, comme je fais des promenades assez fréquemment, j'ai commencé à développer une habitude. Assez tard dans la journée, quand il fait nuit, je passe toujours devant sa maison, au moins une fois par jour pour voir si je peux la croiser. J'espère d'un côté que nous rentrerons dans une dispute, que ce soit physique ou verbale, mais j'espère également d'un côté qu'elle s'excuse d'avoir été une si horrible amie. Une détermination est née en moi, la détermination de ruiner sa vie, mais pas directement, plutôt d'une manière assez subtile. Par exemple, j'ai placé des clous rouillés sur son allée, juste devant son paillasson. Je jette des mégots de cigarettes sur sa pelouse. J'ai essayé de retourner nos amis communs contre elle. Il y a un endroit dans la ville qui est assez fréquenté pour de l'urbex. Les jeunes aiment bien y squatter. Je m'y suis donc aventuré et avec une bombe, j'ai décidé de peindre le numéro de sa mère pour qu'elle se fasse appeler par des inconnus. De temps en temps, quand je passais devant chez elle, je me coupais et je mettais du sang sur sa voiture ou sur sa boîte aux lettres. Récemment, j'ai décidé de prendre un peu plus de risques. J'ai commencé à aller dans la rue qui se trouvait derrière sa maison.
on peut facilement avoir accès à son jardin et ainsi voir ce qu'il y a directement à l'intérieur de la maison. Je restais là pendant 10-15 minutes à observer la maison. D'un côté, j'appréciais le fait qu'elle ne sache pas que j'étais là, à observer ses moindres gestes. À l'époque, elle m'avait prêté un livre, que j'avais promis de lui rendre une fois que je l'aurais lu. Je n'en ai lu que le premier chapitre, et rongé par la haine, j'ai coupé 5 ou 6 pages, j'ai rayé la couverture avec un couteau, je me suis assuré que le livre sente fortement la cigarette, et je l'ai déposé dans sa boîte aux lettres, un soir. Je sais que je devrais me rendre compte que ce que je fais est mal, je devrais être préoccupé par mon comportement. Je pense que j'en parlerai à mon nouveau thérapeute, mais honnêtement, je n'ai pas envie de m'arrêter. On monte d'un cran. Là, ça devient chaud. Là, je pense que dans ces circonstances-là, la personne qui subit ce stalker, parce que là, on rentre carrément, je pense, dans une catégorie qui est au-delà, c'est-à-dire la catégorie du harcèlement. Je pense que, du coup, la fameuse B peut aller voir la police pour dire que la personne qui raconte l'histoire, son histoire, eh bien, est en train de la harceler, qu'il pourrait avoir un comportement dangereux. On voit que la haine que la personne a vis-à-vis de B est réelle. On ne sait pas quelles sont ses intentions, à part lui pourrir la vie, mais on peut facilement supposer, en voyant son histoire, que, eh bien, potentiellement, vu qu'il veut rentrer, en plus de ça, il espère, dans une dispute verbale ou physique, il souhaite faire du mal à B. Et évidemment, peu importe le comportement que B a pu avoir, ça ne justifie pas le fait de vouloir lui faire du mal physiquement. Là, on peut se dire que le mec, si jamais il n'est pas pris en charge, qu'il n'est pas aidé à ce niveau-là, eh bien la prochaine étape, il pourrait potentiellement essayer d'agresser B et porter atteinte à sa vie. On va conclure avec ce dernier témoignage. Il m'a fallu des années pour que ça me frappe enfin. Chaque fois que j'ai le béguin pour quelqu'un, ça explose en moi. Bien sûr, c'est un crush typique que tout le monde a probablement connu, où on a des papillons dans le ventre, un peu de nervosité lorsque le fameux crush est autour de nous. Avec moi, il y a ça, mais il y a également beaucoup plus. Mes notes chutent. Les personnes sur lesquelles je crush sont constamment dans mon esprit. Quand je me réveille, c'est généralement la première chose à laquelle je pense. Je passe un temps fou à essayer de découvrir les réseaux sociaux de ces personnes. Je m'assure de voir chaque message qu'ils peuvent poster, chaque commentaire qu'ils peuvent laisser sous des publications d'amis, quels amis ils ont, chaque photo dans lesquelles ils se trouvent, pas uniquement celles qu'ils ont postées, mais également celles dans lesquelles ils sont identifiés. Je vérifie les réseaux sociaux 4 ou 5 fois par jour, je recherche leur nom sur Google, dans l'espoir de tomber sur de nouvelles informations que je n'avais pas déjà. Je cherche également où ils habitent, je compare la distance de leur adresse avec la mienne, mais je ne dépasse pas ce cap. Jamais je ne passe devant leur maison, ou quoi que ce soit. Je ne le fais pas parce que je trouve que c'est mal. Je ne veux simplement pas me faire avoir et que la personne sache à quel point je crush sur elle. Et à quel point quand je crush sur quelqu'un, je deviens obsédé. Je deviens même jaloux. Beaucoup. J'essaie de ne pas le montrer, mais c'est horrible. À chaque fois, je me mets à détester leurs amis, je regarde mes crushs de manière obsessionnelle, et je veux constamment être autour d'eux. Le week-end, je deviens fou, parce que je trouve que le temps passe lentement, et que ça fait trop longtemps que je ne les ai pas vus. La manière dont j'aime quelqu'un est essentiellement déterminée par le temps que je passe avec lui. Moins je les vois, moins je les aime. Plus c'est long, plus mon amour dure. Par exemple, en CM2, il y avait un garçon que j'aimais bien. En 6e, ce même garçon, je suis devenu obsédé par lui. L'été est arrivé, je ne le voyais plus dû à la période de vacances scolaires, et j'ai arrêté de l'aimer. Quand l'école a recommencé, mon amour est revenu à la surface. Au bout d'un moment, la vie a fait qu'on s'est éloigné pour de bon, et j'ai cessé de l'aimer également. J'ai eu un autre crush pendant 3 ans, qui est parti à la fin de ces 3 années et ça m'a réellement affecté. C'est là que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à contrôler mes émotions. J'ai souvent envie de pleurer. Je sais que c'est sérieux. Il y a tellement de fois des choses qui me retiennent d'aller encore plus loin. Et si je ne me souciais pas de ce que pensent mes crushs, ce qu'ils pensent de moi, je pense que je me présenterai plus souvent à eux et que je ferai des choses bien plus effrayantes que simplement observer de loin. Je pense réellement que je pourrais être capable d'aller devant chez eux, de regarder par la fenêtre, d'essayer de m'introduire dans leur maison, espérant les voir dans toutes les situations possibles. Je pense également que je serais capable d'importuner nombreux de ses amis pour avoir toutes les informations sur mes crushs du moment. À en juger de ce que j'ai dit jusqu'à présent, je suppose que la plupart d'entre vous supposeraient que je suis une personne violente, comme beaucoup de ces psychopathes dans les histoires de Reddit, comme des ex ou des admirateurs fous. Eh bien, je suis tout le contraire en fait. Personne que je connais ne m'associerait à de telles pensées. Je suis quelqu'un de pétillante, gentille, avec mes amis. Ils sont gentils avec moi. Je n'ai jamais eu d'interaction physique, notamment au cours de disputes, à moins que ce soit uniquement pour s'amuser. Personne n'a la moindre idée
de ce qui obsède mes pensées. Je déteste la façon dont je m'attache tellement aux gens. J'aime quelqu'un depuis 6 mois et je me déteste pour cela. Je fais semblant de ne pas être obsédé tout le temps et je fais attention à ne pas parler à cette personne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, même si j'en ai très envie, parce que je ne veux pas que mes amis, ses amis et surtout mon crush connaissent mon secret. J'ai besoin de conseils suite à cette confession. J'ai l'impression que je deviens de plus en plus hors de contrôle. J'ai besoin d'aide pour gérer mes sentiments, en tout cas si c'est possible. Je suis également assez surprise de pouvoir laisser tomber assez facilement, alors que je suis obsédé à un très haut niveau. Par exemple, un des crushs que j'avais au collège, quand il est parti, au début ça m'a fait mal, j'étais choqué et triste, ça a duré une quinzaine de minutes et puis après, je m'en fichais, vraiment. Donc mon problème c'est de savoir comment gérer mes sentiments quand j'aime quelqu'un. Garder à l'esprit qu'il ne s'agit qu'une description sommaire de mon problème. Je ressens beaucoup plus que ce que j'ai pu décrire jusqu'à présent. J'espère que j'arriverai à surmonter mon crush actuel, qu'avec l'été, ça s'estompera et que je n'aurai pas cours avec lui à la rentrée. Car je suppose que si c'est le cas, je tomberai encore amoureuse de lui. J'ai rarement des crushs, mais quand j'en ai un, quelqu'un ferait mieux de faire très attention. Alors cette histoire-là, c'est bien parce que dans cette vidéo, on voit 3 histoires qui n'ont rien à voir. On voit vraiment des échelons assez différents. La deuxième histoire était vraiment la pire, mais là on voit que la personne elle est vraiment au bord de la ligne. Elle est prête limite à franchir la ligne et à aller en zone rouge et à commencer à aller chez ses crushs et tout. Mais là aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a vraiment quelqu'un qui a conscience qu'elle a un problème. Elle demande de l'aide. Je pense pas que ce sera sur Reddit qu'elle pourra la trouver. Je pense qu'il faut vraiment faire appel à un thérapeute parce que peut-être que, on va dire, tous ces problèmes liés au stalk, ils viennent d'un problème enfoui qui date de bien plus tôt et peut-être qu'en parler, ça va libérer un peu la personne vis-à-vis de ce problème. J'étais un déchet, mais quelle année 1966. Oh non. Je n'ai pas toujours été un monstre. Je suis avant tout un homme, comme vous. Je suis tombé amoureux, j'ai aimé, je me suis marié et j'ai même divorcé. Mon divorce m'a coûté très cher. J'étais sans argent et sans abri, mais j'ai toujours essayé de me refaire. J'étais toujours accompagné de mes vieux amis, une bouteille et de quoi planer un petit peu. Je cherchais quand même du travail. Refaire ma vie, c'était ma priorité. Oh, que j'en ai vu de beaux endroits. Des asiles ou des foyers pour mecs comme moi. Tout aurait pu être si différent si le destin ne s'était pas acharné contre moi. J'aurais pu devenir un marin, mais une erreur sur un bateau a brisé ce rêve de vie stable. J'ai été abattu, mais j'ai gardé espoir. J'ai trouvé un autre bateau. J'ai voulu fêter ça. J'allais enfin sortir de ce monde si sombre, de ma pauvreté. J'ai reçu un peu d'argent et je suis allé dans un bar. Il y avait ces 3 gars, des marins selon leurs vêtements, qui festoyaient. J'ai décidé de me joindre à eux. On a parlé, on a fait connaissance et ils ont fait quelque chose que je n'avais encore jamais vu. De leur veste, ils ont sorti des seringues et les ont plantées dans leurs bras. Ça n'avait pas l'air de faire si mal que ça. Et ils avaient l'air si heureux, ces bougres. Ils m'ont proposé de me joindre à leur bonheur. Et que fait un homme comme moi au fond du gouffre? Il accepte. Après ça, vient le trou noir. De ce qu'on m'a dit, j'ai erré pendant longtemps cette nuit-là. Très longtemps. Peut-être un peu trop longtemps. J'ai vu une lumière et comme une mouche, je me suis dirigé vers elle. Cette lumière, c'était un immeuble où plusieurs personnes vivaient. C'était des infirmières. J'étais hors de contrôle et je leur ai dit d'aller au fond de l'immeuble dans une pièce à l'arrière. Il y avait des lits disposés ici et là. Ça ressemblait à une chambre, plutôt miteuse, mais toujours plus chic que là où je vivais. Elles avaient peur. Elles tremblaient, les petites. Ah là là. Peut-être était-ce mon arme qui les terrifiait. Je leur ai fait les poches, mais elles étaient toutes quasiment aussi pauvres que moi. 100 $ à peine. C'est la seule chose que j'ai réussi à retirer d'elles. C'est donc ça ce qu'on donne à celles qui sont censées sauver nos vies, aussi misérables que moi. Je ne sentais pas ces femmes. Je les ai toujours détestées. Elles gémissaient un peu trop à mon goût. J'ai attrapé un drap déchiré et je les ai attachées avec pour qu'elles arrêtent de gémir. Elles étaient si agaçantes. D'autres sont arrivées pendant la nuit. Comme moi, des mouches attirées par la lumière peut-être. Elles ont connu le même sort que celles qui étaient déjà attachées. J'avais là une belle brochette d'infirmière.
J'ai cru que j'aurais pu ouvrir mon propre hôpital. J'aurais sûrement gagné plus que ce que j'avais actuellement. Elles étaient toutes là, si impuissantes devant moi. Je dois bien vous avouer une chose, ça me faisait du bien. Mais il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas dans tout ça. Elles ne couinaient pas. Je voyais la terreur dans leurs yeux, qu'elles me craignaient, mais elles n'hurlaient pas. J'entendais uniquement quelques gémissements, mais rien de plus. Elles ne faisaient que m'obéir, comme si j'étais leur berger. C'étaient mes petits moutons. Les unes après les autres, je les ai sorties de la chambre où elles étaient. Quelle ironie! C'est à ce moment-là que je me souviens que l'une d'entre elles ressemblait à mon ex-femme. Ah, mon ex-femme. Celle-là a eu droit à une attention de ma part toute particulière. Une fois que j'avais escorté chacune d'entre elles à l'extérieur, enfin, le silence. Il n'y avait plus personne pour gémir. Je me souviens après ça être reparti. Et encore une fois, un trou noir. Je me suis réveillé le lendemain, le 14 juillet, à 11 h, dans ma chambre miteuse. J'aurais peut-être dû rester dans leur immeuble. J'aurais sûrement mieux dormi. Maintenant, elles n'avaient plus besoin de leur chambre. Mais je ne savais même pas comment j'étais revenu chez moi. De mémoire, les trous noirs, c'était ma spécialité. Je ne me rappelais de rien. Et je ne comprenais pas ce que je voyais. Mes mains étaient recouvertes de rouge. À l'odeur et à la texture, je crois bien que c'était du sang. Dans ma main droite, je tenais un revolver. C'était vraiment un sacré jouet. Mais où est-ce que j'ai eu ce truc, moi? Quand je suis allé me chercher de quoi oublier cette journée pourrie, on m'a appris qu'il y avait eu un massacre la veille. C'était un gars, un peu chic, qui m'avait dit ça. De ce qu'il savait, 8 infirmières avaient été brutalement assassinées. Qui serait assez fou pour faire une chose comme ça? Peut-être moi? Je me souviens très bien avoir répondu à cette personne. J'espère que la police va l'attraper. De ce que je sais, la police a mis un bon bout de temps avant de trouver et d'arrêter le responsable de ce petit massacre. J'ai appris que c'était moi qui étais recherché, mais seulement quand j'ai été arrêté à l'hôpital. J'avais essayé de partir de ce monde, mais visiblement, je ne sais pas faire les choses bien. Il y avait une survivante de mon massacre qui m'a décrit à la police, et c'est comme ça qu'ils ont eu mon nom et qu'ils m'ont trouvé. Je n'avais même pas remarqué que celle-ci s'était cachée sous le lit. Je devais être dans un sacré état encore. Beaucoup de psys ont voulu me déchiffrer, comprendre pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Ces fous sont allés jusqu'à chercher dans mon enfance comme quoi j'aurais une haine des femmes à cause de ma mère. Cette garce a remplacé mon père, mais ce n'est pas pour autant que je hais les femmes. Ils ont même dit que mes problèmes médicaux de jeunesse pouvaient être facteurs de mon état actuel. Ou encore que l'alcool exacerbait mon agressivité. Moi, alors que je suis doux comme un agneau. D'autres ont dit que j'étais simplement un psychopathe. Ces abrutis n'ont jamais compris que j'étais simplement un gars qui passait par là. C'est l'enquête des policiers qui m'a indiqué comment s'était procédée cette fameuse soirée. À l'origine, j'étais apparemment entré dans l'immeuble pour un cambriolage. Ah, c'est vrai que ça me ressemble. Et l'alcool et la drogue que j'avais consommé ce soir-là serait la principale cause que tout dégénère en crime du siècle. Quel honneur, dis donc. Pour mon procès, j'étais fauché. Ils m'ont refilé un avocat commis d'office. Il a voulu me défendre en disant que j'étais un fou. Le fou, c'était plutôt lui. J'avais l'impression qu'à ce procès, le seul sans d'esprit, c'était moi. Il a tenté tellement de manœuvres pour me sortir d'affaire. Mais je ne lui faisais pas confiance. Ce procès, je n'avais pas envie de le faire. Je ne voulais pas participer à cette mascarade. Le principal argument de ceux qui voulaient ma peau, c'était la gamine qui s'était cachée sous son lit. Et effectivement, maintenant que je la vois, elle me disait bien quelque chose. Je me souviens qu'elle était restée la plus en arrière dans le petit groupe ce soir-là. Elle a fait preuve d'un tel courage. Un couple a dit que j'étais dans leur établissement le soir des meurtres et que je ne pouvais donc pas être responsable du massacre. Honnêtement, ça ne me dit rien. Mais ça devait être des bons gars. On ne m'a jamais appelé à la barre pour me défendre et que je puisse donner ma version des faits. Mon abruti d'avocat avait décidé que je n'en étais pas capable et que je ne ferais qu'aggraver mon cas. Pour m'amuser un petit peu, j'ai décidé de plaider coupable, même si je ne me souvenais de rien. Après cette mascarade, ils m'ont condamné à mort, et tant mieux. C'est ce que je voulais. Ah, c'était vraiment dommage pour ces filles.
Ça devait être des filles bien. C'était simplement pas leur nuit. Et là, encore sur ma peau, un coup du destin. La Cour suprême ou quelque chose comme ça a décidé de suspendre toutes les condamnations à mort. Visiblement, ma vie est vraiment pourrie jusqu'à l'os. Ils m'ont refilé une peine de prison, ou plusieurs si j'ai bien compris. Une pour chaque meurtre que j'avais commis. J'ai reçu au total 8 peines, allant de 50 à 150 ans. Et dis donc, j'avais jamais eu autant de cadeaux pour mon anniversaire. Apparemment, c'est la peine la plus lourde qui a été donnée aux États-Unis. Je me considérais un petit peu comme une star. Vous entendiez celui qui a fait le crime du siècle, et j'ai eu la plus grande peine de prison. Qui peut en dire autant? Mais être une star morte, est-ce que ça vous apporte vraiment quelque chose? J'ai tenté de demander une libération anticipée. Sur un malentendu, ça aurait pu passer, mais les familles des infirmières s'y sont opposées. C'est sûrement normal. Après tout, j'ai ôté la vie de leur progéniture. Peut-être que ces familles leur auraient accordé moins d'importance si je leur avais dit comment ces filles s'étaient laissées faire. C'est comme si elles voulaient que je leur fasse ce que je leur ai fait. Mais bon, tant pis. La seule chose que je regrette, c'est que je me suis découvert un certain intérêt pour la peinture. Le gardien me disait que j'avais un certain talent. Mais mon cœur a décidé de me lâcher. Je ne pouvais vraiment faire confiance à personne. Et ça, c'était en 1991. Oh, mais j'y pense. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je ne me suis même pas présenté. Peut-être connaissez-vous déjà mon nom? Je m'appelle Richard Speck. Et ce soir, je m'inviterai dans vos cauchemars les plus sombres pour égayer ma journée.